Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver pour le 19h30 de la chaîne citoyenne. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir comme invité du journal Monsieur Banadi Baugel Pyrrhus, vice-président de la sous-commission prévention de la torture à la Commission nationale des droits de l'homme CNDH. Monsieur Pyrrhus, bonsoir. Bonsoir Emmanuel. Alors tout à l'heure, nous aurons à échanger avec vous sur un fait qui marque l'actualité. Nous allons parler amplement avec vous tout à l'heure. Le temps de dérouler le journal et nous reviendrons à vous tout à l'heure. Merci. Page politique de cette édition, la direction du Bureau central national Interpol, Tchad, sous l'égide du ministère de la Sécurité publique et de l'immigration, a saisi 124 véhicules volés ou entrés frauduleusement sur le territoire tchadien. Ces véhicules ont été restitués officiellement à l'État soudanais. La cérémonie de rétrocession a eu lieu, c'était ce matin au commissariat numéro 2 de Ndiari dans le 8e arrondissement de N'Djamena. On fait le point avec Fulbert Oumana. Au total, 124 véhicules de toute marque saisis par la police Interpol du Tchad ont été remis officiellement aux autorités soudanaises. Ces véhicules ont été introduits frauduleusement sur le territoire tchadien, souvent après avoir été volés au Soudan. La cérémonie s'est tenue en présence de hautes autorités judiciaires, policières et diplomatiques, en présence du ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, Ali Ahmad Habash. Prenant la parole, le directeur du Bureau central national d'Interpol Tchad, le commissaire divisionnaire Abdelkérim Souleymane Adjé, a salué la vigilance et la ténacité des unités spécialisées dans l'investigation. Il a également souligné que cette opération n'est pas un fait isolé, mais le fruit des travaux de fond engagés par la direction du Bureau central national d'Interpol Tchad pour sécuriser le territoire national. Le procureur de la République, Moussa Abdelkérim, quant à lui, a félicité les forces de sécurité intérieure pour ce qu'il qualifie de travail remarquable au service de la justice et de l'ordre public. Dans le gouvernement de la République, je salue cet effort au nom de tous les gouvernements du Tchad et particulièrement au ministre de la Sécurité publique de son pays. Nous, au niveau du parti, nous allons faire tout pour mettre la main désormais sur ces délinquants afin de répondre de leurs actes devant la justice. Je félicite une fois de plus les forces de défense et de la sécurité dans son ensemble et plus particulièrement la police Interpol. Du courage et il faut toujours agir avec professionnalisme et détermination. Merci. Très ému, le chargé d'affaires de l'ambassade du Soudan au Tchad, Dr Abdallah Abakar Saleh, a exprimé au nom de son gouvernement une profonde gratitude à l'endroit des autorités tchadiennes. Ce geste de rétrocession ne traduit pas seulement un acte de bonne volonté, mais témoigne aussi d'une volonté politique sincère de consolider les liens historiques entre nos deux peuples frères. Dans son allocution, le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, le général de corps d'armée, Ali Ahmad Habash, a rendu un hommage appuyé aux forces de sécurité intérieure pour leur dévouement dans la quête permanente de paix et de protection, même au-delà des frontières nationales. La police Interpol, en tant que bras opérationnel de notre sécurité transnationale, doit continuer d'œuvrer avec dévouement pour protéger les personnes et leurs biens. Il a ensuite remis officiellement les clés de ces véhicules au chargé d'affaires représentant l'ambassadeur du Soudan au Tchad, avant de signer les procès-verbaux de rétrocession. À Bangor, 3 présumés malfrats ont été appréhendés par les agents de la sécurité ayant à leur possession des armes de guerre, des munitions et d'alcool frélaté. Ces derniers opèrent dans les forêts de la province du Mayo-Kébi-Ouest, nous informe la presse présidentielle. Les 3 jeunes hommes arrêtés sont équipés de fusils calibre 12 et opérés dans les zones forestières du Mayo-Kébi-Ouest. Parallèlement à leur interpellation, les forces de sécurité ont également mis la main sur un arsenal comprenant des fusils d'assaut, des chargeurs et des munitions, soit récupérés directement sur les malfaiteurs, soit déterrés de leur cachette. Mais aussi, un important lot de boissons frélatées saisi a été présenté. Le commandant de la zone de défense numéro 12, le général Abdelkébir Haroun Bouye, a salué le courage et la détermination des hommes. Il a réaffirmé leur engagement
à nettoyer tout mal qui ôte le sommeil des populations. Ce succès, fruit d'une collaboration étroite entre la population et les forces de sécurité, est salué par le délégué général du gouvernement. Ça fait 4 mois que nous traquons ce malfrat et nos opérations se retrouvent en 3 étapes. Il y a l'étape des arrestations des malfrats. Nous sommes arrivés à une étape où d'aller déterrer tous les armes qui ont caché. Et la 3e étape qui se fait, c'est-à-dire que les complices, que nous allons continuer à les traquer. Il y a aussi des produits prohibés qui ont été arrêtés. Je salue l'effort des services spéciaux qui ont fait un travail remarquable. Et vous savez, la sécurité, c'est la pierre angulaire du chef de l'État qui avait demandé. Il nous a instruit récemment, lors de ce séminaire, de continuer à travailler. Et voilà le résultat qui est tangible devant vous. Et nous remercions tout le monde. Cette opération et la saisie des armes de guerre rassure la population de la province, démontrant la ferme volonté des autorités de restaurer la quiétude et la sécurité. La Commission nationale de lutte contre la traite des personnes, en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrants, a célébré en différé ce matin la journée internationale de lutte contre la traite des personnes. Cette commémoration, qui a été couplée avec le lancement du plan d'action national de lutte contre la traite des personnes, a eu lieu au ministère des Affaires étrangères. On en parle avec Mistangar Victor. Tous les acteurs, gouvernements, sociétés civiles, organisations du système des Nations Unies, tous font un front commun pour éradiquer le phénomène de la traite de personnes en République du Tchad. Ils ont donné le ton lors de la commémoration différée de la Journée internationale de lutte contre la traite de personnes qui se célèbre chaque 30 juillet. La traite de personnes est un crime. Mettons fin à l'exploitation est le thème choisi pour cette édition 2025. Derrière chaque cas de traite se cache une histoire de souffrance, de privation, d'exploitation. Trop souvent, les victimes restent invisibles. Trop souvent, elles ne sont ni reconnues, ni entendues. Et trop souvent, l'impunité perdure. Face à ce constat, notre engagement ne peut être que total. L'indifférence n'est pas une option. L'inaction n'est plus tolérable. OIM, Organisation internationale pour les migrations, elle aussi fait de la question de lutte contre la traite des personnes son cheval de bataille. Cette organisation, à travers son chef de mission au Tchad, salue les efforts du gouvernement tchadien pour avoir mis en place des instruments juridiques forts en lien avec la lutte contre cette pratique moyenâgeuse. Je salue le leadership du gouvernement tchadien qui, en partenariat avec les acteurs nationaux et internationaux, a engagé des réformes juridiques et institutionnelles de grande portée. De l'adhésion au protocole de Palerme à la mise en place de la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes, en passant par le plan d'action national 2024-2028, officiellement validé en juin dernier. Pour arriver à mettre en déroute les pratiquants de la traite de personnes en République du Tchad, il faut l'implication stratégique de toutes les composantes de la société. C'est qu'a plaidé le représentant de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Les engagements pris par ces 2 groupes clés, notamment la mise en place d'un cadre de concertation permanent pour lancer des alertes en cas d'atteinte à la dignité humaine, sont des signaux très encourageants. Par ailleurs, la campagne médiatique nationale lancée en plusieurs langues locales et à travers différents canaux de télévision, radio et Internet contribue efficacement à élargir le cercle de sensibilisation et à diffuser des messages clairs au sein de toutes les couches de la population. La Journée internationale de lutte contre la traite des personnes est instituée par l'Assemblée générale des Nations Unies depuis 2013. Elle vise à mobiliser les énergies pour éradiquer la traite des personnes et les crimes organisés sous toutes ses formes.
En donnant le coup d'envoi, le ministre de la Justice, représentant le Premier ministre à cette commémoration, réitère l'engagement du Tchad aux côtés des acteurs humanitaires à venir à bout de ce fléau qui décime silencieusement la société. Il est dans un extrait sélectionné et proposé par Mistangar Victor. Le Tchad est touché à un triple niveau par le phénomène de la traite des personnes. Notre pays constitue à la fois un pays d'origine, de transit et de destination pour la traite des personnes. Devant la gravité du phénomène, le gouvernement s'est doté d'instruments légaux pour une lutte efficace contre les auteurs, co-auteurs et complices de la traite des personnes. Nous devons, dans une synergie d'action, œuvrer pour la mise en place d'une approche axée sur le renforcement des capacités des acteurs, d'identification des causes, des expériences et suggestions ou attentes des victimes. C'est dans cette logique seulement que nous arriverons à rendre plus aisée la protection et la prise en charge des victimes. Les défis à relever sont énormes. À cet effet, le plan d'action qui vient d'être présenté, fruit d'une collaboration entre le gouvernement et les organisations internationales et la société civile, constitue une arme adéquate pour la lutte contre le phénomène. Ce plan dresse un rempart solide et capable de faire barrière aux trafiquants d'êtres humains, ces esclavagistes des temps nouveaux. Nous nous engageons à mettre en œuvre avec rigueur les actions concrètes déclinées dans ces documents stratégiques. C'est avec une profonde détermination et un réel engagement que nous lançons officiellement le plan d'action national de lutte contre la traite des personnes. Désormais, la Commission dispose de tous les outils nécessaires pour l'exercice de son exaltante mission contre une pratique indigne qui porte profondément atteinte aux droits fondamentaux de l'homme et détruit des vies. Page santé de cette édition, le ministère de la Santé publique et de la Prévention lance une campagne de sensibilisation contre la consommation des produits frélatés en milieu scolaire. Cette initiative, menée par le programme Tabac, Alcool et Drogue, s'adresse aux responsables des établissements publics et privés. Les activités se déroulent au sein du dit ministère. Alphonsine Madilem nous fait le point. Les structures éducatives ou les enseignants, principaux acteurs de la transmission des valeurs et des connaissances, révèlent la portée de cet atelier. Cette campagne de sensibilisation entre dans le cadre de la vulgarisation des outils pédagogiques de l'enseignement dans les collèges et les lycées sur les méfaits du tabac, l'alcool et les autres types de drogues. Selon les organisateurs, les programmes pédagogiques, à savoir l'éthique et la déontologie, doivent être surveillés pour la réussite des enfants, la sécurité des familles et le développement de la nation. Faire des enfants des véritables ambassadeurs de la paix et de la santé est le but de cette action. Cette activité qui revêt une importance capitale pour la santé de notre jeunesse et l'avenir de notre pays. L'impact de l'alcool sur la qualité de l'enseignement est énorme. Si un enseignant consomme excessivement de l'alcool ou adopte une conduite inappropriée liée à l'alcool, cela peut nuire à son autorité, sa crédibilité et peut éventuellement envoyer un mauvais exemple aux élèves, selon les organisateurs. La consommation des substances psychoactives prend des proportions inquiétantes dans plusieurs pays africains, dont le nôtre. Le guide pédagogique que vous allez découvrir et approprier à travers cet atelier comporte 3 volets essentiels, notamment le volet relatif au tabac, à l'alcool, mais également aux drogues. L'école est censée être un milieu protecteur pour les enfants. Cependant, un enseignant sous l'influence de l'alcool peut représenter un danger, notamment les violences verbales et physiques, car l'enseignant est souvent considéré comme un personnage de référence. Son comportement, même en dehors de la classe, peut influencer les enfants. Alors, il est encore temps d'informer cette catégorie en vue d'une rentrée scolaire plus compétitive et participative.
Le mariage, autrefois dicté par la tradition, la famille ou pour des raisons économiques, culturelles, se transforme au fil du temps. Aujourd'hui, il est de plus en plus un choix personnel basé sur l'amour, la compatibilité et le bien-être. Un changement important dont vit le couple. Le reportage de Yaki Lydia. Autrefois, le mariage était avant tout une affaire de famille. L'union entre deux individus obéissait à des logiques d'alliance, de prestige social ou de renforcement des liens communautaires. L'amour, s'il venait, était souvent postérieur à l'union. Les critères de choix reposaient davantage sur la réputation de la famille, le comportement de la mère, perçu comme un modèle éducatif pour la future épouse, ou encore sur la position du père, garant des valeurs à transmettre à son fils. Les cérémonies étaient minutieusement codifié avec des rites traditionnels respectés et une forte implication des aînés, témoins et garants de la perpétuation des coutumes. L'individu s'effaçait au profit du collectif. Aujourd'hui, cette conception du mariage a évolué. L'amour romantique, le respect mutuel, la compatibilité psychologique et la quête d'épanouissement personnel sont devenus les fondements de l'union moderne. Les conjoints choisissent librement leurs partenaires, souvent indépendamment des considérations familiale. Le mariage contemporain se veut plus individualisé, parfois même désacralisé, incluant des éléments empruntés à diverses cultures, voire dénués de tout caractère traditionnel. Si cette évolution consacre l'autonomie du couple, elle soulève aussi des interrogations sur la durabilité de l'engagement dans un contexte où les intérêts personnels peuvent prévaloir sur la stabilité de l'union. Le mariage, entre-temps, on voit comment la fille est, on voit la famille de la fille et on voit aussi la famille de l'homme. Et c'est les parents qui choisissent la femme pour le garçon. Est-ce que la famille n'est pas sorcière? Est-ce que l'une des familles n'est pas adjuba, prostituée quelque part pour aller chez les parents? Alors le père donne les directives. Et si c'est le mariage de notre temps d'aujourd'hui, avec les garçons d'aujourd'hui là, ils se trouvent à l'école, ils se trouvent dans les rues, ils se trouvent dans des bars, et le premier mot c'est où es-tu? Je suis ici, est-ce que ta maman est à la maison? Non, non, elles sont parties au champ, hein, tu peux venir. Hein. Et ça commence comme ça. Moi j'ai vu beaucoup de cas, des enfants ici que je connais très bien, des enfants que j'ai éduqués moi-même, des enfants que j'ai enseignés moi-même, là, qui sont devenus des pères d'enfants qu'on ne voit même pas qui est la femme. Le mariage n'est plus ce qu'il était. Il est passé d'une institution collective régie par des codes ancestraux à une aventure à deux portées par des idéaux de liberté, d'amour et de réalisation de soi. Une mutation qui illustre le choc entre tradition et modernité, entre héritage culturel et aspiration contemporaine. Je le disais, nous recevons M. Boguel Banadi Pyrrhus. Il est vice-président de la commission sous la commission prévention de la torture au niveau de la CNDH. Monsieur Pyrrhus, encore une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors, depuis 2-3 jours, une situation qui suscite une émotion dans l'opinion nationale et internationale. Il s'agit d'un dossier sensible touchant aux droits fondamentaux. Je voulais faire allusion à l'affaire du décès de Fulbert Mouanouji. Alors, vous, au niveau de la CNDH, quelle a été la réaction officielle de la CNDH à l'annonce de l'immolation ou de la mort de M. Fulbert? À vous de choisir peut-être le mot qui vous sied. Merci Emmanuel pour cette opportunité que vous nous offrez. Au niveau de la CNDH, je précise que cet acte avait été condamné par un communiqué officiel et à l'occasion, le président de la commission a présenté les condoléances aux familles attristées. Et donc c'est un cas qui nous a interpellés directement au niveau de la commission. La commission, faut-il le rappeler, c'est une autorité administrative indépendante de promotion et de protection des droits de l'homme instituée par la Constitution de la République du Tchad et consacrée par la loi 028. Et c'est un instrument qui apporte des conseils, si vous voulez, avise le gouvernement sur les ratifications et participe à la révision de la législation.
une des attributions la plus fondamentale, c'est que la commission peut diligenter des enquêtes, ester en justice et faire plein de choses, comme je l'avais souligné tantôt par rapport à la loi 028. Pour ce cas précis, le Tchad, faut-il le rappeler, a pris des engagements au niveau international, au niveau régional, et ces engagements, en termes de déclaration, en termes de convention, ont été internalisés dans son ordonnancement juridique interne. Ce qui l'amène à respecter. En tant qu'État, si vous signez ces conventions, ces déclarations, ces engagements produisent 3 obligations à votre égard. L'obligation de respecter, l'obligation de protéger et l'obligation de concrétiser, c'est-à-dire prendre des mesures pour créer les conditions pour que les droits de l'homme se réalisent, en termes de loi, en termes de décrets, etc. Et donc, si nous parcourons notre constitution, qui est la loi fondamentale au niveau de l'article 18, il est clairement dit que la vie humaine est sacrée et inviolable et nul ne peut y porter atteinte. Vous pouvez être une autorité, mais tant que les circonstances ne le démontrent pas, ne le sied pas, vous n'avez pas cette possibilité, cette opportunité de porter atteinte à une vie quelconque, sauf Dieu qui peut retirer cette vie-là. Mais pour ce cas, cette mort tragique-là, ça nous a interpellés et ça interpelle tout un chacun. C'est vrai que nous l'avions appris sur les réseaux sociaux et il y a eu des sorties, des déclarations hâtives de la part du procureur général auprès de la cour d'appel d'Abéché. Le ministre porte-parole du gouvernement a réagi aussi pour condamner cet acte barbare et odieux. Et nous estimons qu'il faut aller au-delà. Une enquête doit être diligentée pour faire la lumière sur les circonstances exactes de cette mort odieuse, comme je l'avais souligné. Alors, une enquête doit être diligentée, vous le dites, dans un communiqué aussi rendu public, la CNDH a exigé une enquête pour situer les responsabilités. Alors, qu'est-ce qui peut empêcher à la CNDH de dépêcher une enquête elle-même et puis situer l'opinion internationale et nationale sur ce qui s'est passé exactement? La CNDH a une emprise, un ancrage au niveau national, là, donc nous avons une antenne provinciale au niveau d'Abéché. Et donc l'antenne a été instruite pour diligenter une enquête. Elle va être renforcée. Ça nous permet d'avoir tous les éléments et produire un rapport au moment opportun et transmettre à qui de droit. L'équipe sur place a les moyens qu'il faut? Comme je l'avais dit, l'équipe va être renforcée. Et ça permet de faire la lumière sur les circonstances exactes de la survenance de cette mort atroce que tout le monde condamne. Et une fois de plus, nous condamnons cet acte-là. Si un commis de l'État, on peut porter atteinte à la vie d'un commis de l'État de cette nature. Imaginons un peu le cas de nous autres, ou bien du citoyen lambda. Ça veut dire qu'aujourd'hui, n'importe qui peut surgir avec une arme et tirer sur un autre concitoyen, sans que cela n'inquiète. Et donc ça accentue, ça fait perpétuer le phénomène de l'impunité que nous avions toujours dénoncé, mais qui persiste. Je voudrais aussi aller dans le même sens. Est-ce que cette affaire de Fulbert Moinoudi, qui défraie déjà la chronique, est-ce qu'elle ne met pas en lumière les défaillances de notre système judiciaire et sécuritaire? La justice, s'il faut le préciser, c'est la gardienne des droits et libertés. Donc c'est une institution, quand vous avez un problème, vous êtes lésé, vous vous confiez à elle et vous êtes rétabli dans vos droits. Vous pouvez être rétabli dans vos droits si vous avez raison et on va situer aussi les responsabilités. Si vous avez tort, en ce moment-là, vous subissez la rigueur de la loi. Mais ce n'est pas le cas. Notre système judiciaire aujourd'hui est, je ne sais pas comment la qualifier, mais le système, il est malade. Il est malade, il est dans le coma et il va falloir entreprendre des actions vigoureuses pour lui donner ses lettres de noblesse. Autrement dit, tel que ça fonctionne, la justice est en train de contribuer plus ou moins à la perpétuation du phénomène d'impunité que je viens de relever tantôt. On constate aussi que les auxiliaires de l'État s'agitent depuis quelque temps. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de mélanger les pédales? Oui, on a vu des sorties un peu hasardeuses et hâtives, je l'avais souligné tantôt. Le procureur de la République, le procureur général a intervenu
pour déjà situer, qualifier les faits. Et nous estimons que c'est hâtif. Il aurait fallu... C'est trop tôt. C'est trop tôt, c'est hâtif comme je l'avais dit. Il aurait fallu faire les enquêtes qui vont relever les circonstances dans lesquelles la mort de Fulbert est intervenue. Est-ce que c'est un suicide par immolation? Je ne crois pas, parce que dans nos communautés, les gens ne se suicident pas de cette façon-là. On utilise souvent la corde pour se suicider. Jamais dans nos traditions, dans notre pays, quelqu'un s'est suicidé en s'aspergeant des produits inflammables. Ça, on ne l'a pas vu. Et le cas de Fulbert, c'est un cas d'école qui va nécessiter que vraiment des mesures soient prises, comme je l'avais dit, une enquête indépendante puisse être diligentée pour permettre au gouvernement d'avoir tous les éléments et agir. Je m'inquiète aussi du silence de son ministère de tutelle, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, de qui dépendent de ces autorités-là, mais qui ne réagit pas, même si le gouvernement réagit. Et vous vous rendez compte, le porte-parole du gouvernement s'est beaucoup plus interrogé, s'est questionné, il y a beaucoup plus de questions. Or, le gouvernement a les moyens pour pouvoir le faire. Le gouvernement surtout dans un bref délai. Des prérogatives des puissances publiques pour pouvoir faire la lumière et de manière très rapide, sans délai. Et ça, c'est comme si on s'interroge, on cherche à comprendre encore tout ça. Moi, je pense qu'il faut aller vite pour permettre aux citoyens d'avoir des idées exactes de ce qui s'est passé sur la mort de Fulbert. Monsieur Pyrrhus, dites-nous, depuis Mandakao, Oregomel, Molou, qu'est-ce que la CNDH a fait pour attirer l'attention des pouvoirs publics sur leurs responsabilités et en matière de protection des droits humains? Merci Emmanuel de l'occasion que vous me donnez. La CNDH a déployé des missions à Mandakao, à Molo et à Mouraï. Okay. Plus précisément à Tamara. Et dans le village Mireille, où le chef de canton a été assassiné. Je fais partie des gens qui ont effectué la mission là-bas. Nous sommes revenus avec un rapport qui va être transmis à qui de droit. Nous avons une méthode de travail et nous avons les voies de transmission de rapports. Et donc ce n'est pas systématique. Okay. Ce n'est pas systématique. Si des cas de violation, nous le dénonçons, nous le condamnons, nous ne le faisons pas comme une association de défense des droits de l'homme qui peut venir sur les ondes de la radio et le dénoncer. La loi nous cadre, la loi nous encadre. Et donc, nous obéissons à la loi, mais ce que nous faisons produit beaucoup plus d'effets qu'on ne médiatise pas. Nous faisons par exemple des visites dans les lieux de détention, dans les maisons d'arrêt. Nous trouvons des cas d'irrégularité et nous discutons directement avec le régisseur, le directeur de la maison d'arrêt ou bien le procureur. Et souvent, des réponses sont apportées pour des cas d'irrégularité flagrantes. Des réponses sont apportées. Et dans ce cas-là, on ne va pas venir sur les ondes de la radio pour pouvoir les dénoncer. Donc, nos interventions sont encadrées par la loi 028 et ce que nous faisons produit beaucoup plus d'effets, contrairement à ce que, par exemple, ce que moi je faisais quand j'étais dans les associations de défense des droits de l'homme. Ok, alors que proposez-vous au pouvoir public pour éviter que de tels cas se reproduisent? Le gouvernement, comme je l'avais signalé, a cette obligation d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Ça, c'est une obligation cardinale. Et il faut créer les conditions minimales, de telle sorte que si je sors aujourd'hui et que je dois rentrer à 1h, 2h du matin, que je rentre avec quiétude. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le gouvernement a tous les moyens pour pouvoir assurer cette sécurité. Mais nous nous posons la question de savoir pourquoi ces conditions ne sont pas créées. Et c'est l'occasion de les interpeller pour que cette obligation de protéger là soit assurée pour permettre à chaque Tchadien de vaquer à ses occupations. Alors, le cas Fulbert Mouanoudi met en exergue la notoriété du phénomène de l'indifférence citoyenne ou la non-assistance à personne en danger. Un dernier mot peut-être pour les citoyens qui nous suivent et qui suivent aussi cette affaire avec inquiétude et émotion. Quand vous suivez les images et ce qui se passe autour, il y a une indifférence totale. Aujourd'hui, c'est comme si le Tchadien banalise la mort. Et ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave pour une société comme la nôtre, où nous sortons des différents conflits avec tout ce que cela comporte. Il va falloir amener le Tchadien à humaniser un peu la vie. Autrement dit,
Ce qui s'est passé avec Fulbert, on peut la qualifier, sans être sur le terrain, de non-assistance à personne en danger. On le voyait tituber, demandant même de l'aide. Mais c'est comme si les gens se moquaient pratiquement de lui. Et ça pose un problème de fond. Comment est-ce qu'on est arrivé à ce niveau-là? Où quelqu'un est en danger, on le laisse. Et l'exemple qu'on observe souvent, quand vous passez dans les rues, il y a des accidents qui se produisent, quelqu'un vient, il passe, il s'en va. Il ne s'arrête même pas pour donner l'assistance. Ça m'interpelle, c'est ce genre de cas que je vois souvent. Ça m'interpelle, je me dis, mais qu'est-ce que moi je peux faire pour apporter l'assistance à ces personnes-là? Vous voyez un peu? Et donc, chacun observe et rejette la responsabilité sur l'État. L'État, là, c'est nous. C'est nous tous qui constituons l'État et nous devons apporter chacun sa pierre de contribution, même si il est de la responsabilité première du gouvernement d'assurer, je le réitère, la sécurité des personnes et des biens sur son territoire. Alors, Monsieur Pyrrhus, merci pour votre éclairage sur cette affaire. Je voudrais simplement vous dire merci d'avoir accepté de passer sur notre antenne. Merci, Emmanuel. Nous continuerons bien sûr par suivre le développement. C'est aussi la fin de cette édition d'information. Retenons cette phrase inspirante: la valeur d'une vie ne se mesure ni à l'âge, ni au rang, mais à la simple réalité qu'elle existe. Au revoir. Electron TV, la vision